Bon, et elle vient d'ouvrir normalement, si tu as le lien. Bonjour à tous. Ah, Bonjour. d'accord. Manon, si tu veux bien renvoyer le lien à Didier, il l'a pas, comme tu viens de le faire tout à l'heure. Sinon, je te le passe. Sinon, je te le passe. Tu le fais, Manon? C'est Oui, bon? oui, je lui envoie. C'est bon. À tout de suite, Didier. Désolé, ce matin, la technologie est une aide merveilleuse, mais de temps en temps, elle est contrariante. Voilà. Est-ce qu'on a tout le monde? Pas encore. Mais ton micro, il est. Je sais pas si on t'entend. Patrick qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à Hello. tous. On est presque au complet. On sera en petit comité ce matin. Alors, on va essayer de se mettre un peu à l'aise. Bonjour Patrick. Bonjour, on s'entend? Bonjour. Oui. Très bien. Bonjour. J'entends pas. Ah oui, j'ai pas mis le son, évidemment. Oui, Patrick, te mets pas trop à l'aise quand même, hein. Le son. Ah, ça va mieux comme ça. Ah, c'est provinciaux. Hop, Voilà. Donc Didier doit nous rejoindre. Didier, voilà, t'es là, voilà. je te Nous, fais rentrer. nous y sommes. Il était à l'entrée, il attendait. Les vigiles, Et le moi, je vais contrôle éteindre des la radio. vigiles. Le contrôle du vigile était très important. Voilà. Bonjour Didier. Alors, Excusez-moi. Bonjour Didier, yes. merci Bonjour. Bonjour. d'animer cet atelier. Est-ce que maintenant on est presque au complet? Il nous manque encore trois personnes. Bon, on leur donne encore 3 4 minutes. Bon, j'ai le temps de me faire un café alors, je reviens. J'ai Exactement. donné envie. Également. Allez, tous au café. Ah, ça. Le deuxième, mais ce n'est pas un ristretto, Jean-Louis. Ouais, c'est fait. Ah, c'est un café français, quoi. Alors, comment on fait afficher? Oui, les quatre, on va se donner jusqu'à maxi 10. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous donner en attendant quelques actualités de la vente au numéro. Comme ça, au moins, on fera pour information, donc suite à la validation par l'ARCEP des nouvelles conditions de rémunération Ok. des marchands spécialistes. Et à Elles sont- côté, vidéo, la caméra, elle est active. Donc, normalement, ils doivent t'entendre. Ouais, parce que ça. Vas-y, mets ton Et- casque pour savoir si t'entends pas. C'est bon? Ouais. T'entendais Je, pas. je disais que pour information, suite à la validation par l'ARCEP des nouvelles conditions de rémunération Haut-parleur, quand même, là. des marchands spécialistes de Non, presse, via là. on a Là. encore quelqu'un qui Qu'est-ce a un qu'on a petit fait peu l'autre de fois pour que conversation tu. derrière, si vous voulez bien couper vos micros. Et donc, la validation de la rémunération ARCEP a été faite au 1er janvier de cette année. Elle s'applique donc au 1er janvier. Les conditions sont maintenant très claires. La deuxième partie, c'est les kiosquiers parisiens. Un accord est sur le point d'être signé avec l'un des trois syndicats de kiosquiers et avec la signature de Mediakiosque. Et il sera envoyé à l'ARCEP ce vendredi, signé par la FNPS, le SEPM et le syndicat de Bassam-Mairie et Mediakiosque. Et dernier point, suite aux nombreux points d'amélioration soulevés lors des derniers ateliers et soulevés auprès d'MLP par en particulier toutes les sociétés de services et les éditeurs depuis le salon Losange Expo. Une version d'un avenant sur l'accord d'assortiment et de plafonnement a été signée. Elle a été envoyée à l'ARCEP cette semaine. Elle est partie lundi. Et on attend donc un retour de l'ARCEP sur cette évolution. On vous tiendra au courant de façon à Ouais, ce que
Tu peux nous rappeler un peu, Jean-Marie, le contenu de tout ça, les détails? Alors, le détail, je ne peux pas vous en parler pour l'instant, tant que l'ARCEP n'aura pas validé. Je vous ferai circuler le projet, en tout cas, de ce qui est, puisque ça reste soumis à validation par l'ARCEP. Je ne voudrais pas vous donner de fausses joies, mais en tout cas, il y a l'adaptation du couple 2,50, l'adaptation des périodes de référence, l'adaptation des 130% à 110% pour ceux qui connaissent. Il y a aussi pour les XX qui sont chers à Maureen une évolution. Il y a aussi les périodes de mise à zéro, une prise en compte plus longue d'un nombre de périodicités plus important. Voilà les points, mais on vous fera passer le détail lorsqu'il sera validé par l'ARCEP. Je crois qu'on est. Je vais commencer la petite introduction rapide avant de passer la parole à Didier et on se repassera la parole mutuellement. J'ai été sollicité par des éditeurs adhérents dont un certain nombre sont présents aujourd'hui pour savoir quelle stratégie de réglage adapter pour les petits titres dans un moment où l'économie est fort contrainte et de savoir d'avoir la meilleure, en tout cas le meilleur rapport de coût par rapport à des diffusions qui sont en baisse perpétuelle. Donc, un certain nombre d'éditeurs m'ont dit, ben, moi, je ne veux plus régler à chaque parution. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce n'est pas pertinent? Qu'est-ce que je dois faire à minima à chaque parution? Donc, voilà un petit peu le point qui a été celui qui a été évoqué lors de nos différentes rencontres FNPS. Des éditeurs m'ont sollicité pour qu'on puisse faire un atelier sur les stratégies de réglage à adopter. Il n'y a pas de martingale, il n'y a pas je dirais, de recette miracle. C'est à adapter, bien entendu, en fonction de chacune de vos stratégies, de vos titres, de vos univers de concurrence et de vos moyens financiers à mettre en face. Est-ce que Didier, tu veux, sur cette introduction, intervenir et ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Déjà, bonjour. On voit qu'autour de la table, il y a quand même déjà des gros spécialistes de la vente au numéro. Donc, voir à quel moment et où on situe le curseur au niveau des échanges qu'on va pouvoir avoir. Euh, bon, pour l'instant, tu as parlé d'isoler les petits titres, des moyens titres, des gros titres. Je crois qu'on est tous dans le même bateau. Un gros titre est par définition un petit titre dans 80% du réseau. Donc cette notion de gros titre et de petit titre, en fait, c'est une notion qui est complètement virtuelle. Et aujourd'hui, les règles qui sont appliquées, enfin l'application des textes de loi par l'ARCEP, il y a des textes qui avaient été prescrits au départ par les gros titres. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment tous au même endroit et qu'on va tous au même endroit et que notre lecteur est de plus en plus difficile à trouver. Donc, dites où vous voulez qu'on passe au curseur des débats et puis on essaiera d'avancer dans ce sens-là. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, peut-être que petit titre ou grand titre, mais surtout c'est l'économie. Les questions qui m'ont été amenées, hein, c'était véritablement de se dire le réglage a un coût, euh, comment je l'amortis? Et la question se pose peut-être sur un titre dont la diffusion est plus limitée et surtout les titres à centre d'intérêt. C'est la question qui m'a été remontée à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça que la question a été posée, effectivement, de savoir si il y avait une nécessité de régler à chaque parution. Alors, Je continue de parler et vous m'interrompez quand vous voulez. À cette question, est-il nécessaire de régler à chaque parution? La réponse est très clairement oui. Car que l'on soit un titre qui a la commission paritaire ou qui n'a pas la commission paritaire, le réseau bouge de mois en mois, et pour un titre qui bénéficie de la commission paritaire, il est bien évidemment qu'application des règles s'incrémente au fur et à mesure des parutions. C'est-à-dire qu'il y avait de nouveaux personnages qui arrivent, il y avait des nouvelles Didier, je suis zéro. désolée de t'interrompre, mais on t'entend très mal. Oui, Je ne pense pas que ce soit que moi. Non, en oui, effet. oui, j'allais le dire aussi.
Non, non, c'est vrai, je confirme. Il y a un mauvais branchement parce que de temps en temps, c'est bien, puis de temps en temps, c'est atroce. Ouais. Ça, on va voir. Vas-y, parle. Essaye. Attends, les paramètres, quand tu changes les paramètres, ça prend un peu de temps sur Zoom. On est mieux ou pas? Oui, là, a priori, ça a l'air Ouais, plus ça clair. semble Plus mieux. fluide. Parle, parle. Ça semble mieux comme ça? Non. Je vais peut-être, en attendant que Didier finisse son réglage, poursuivre un petit peu. Effectivement, Didier a ajouté un facteur qui est devenu particulièrement important, c'est le fait d'avoir un numéro de commission paritaire ou pas, puisque aujourd'hui, effectivement, sans numéro de commission paritaire, ça devient très très compliqué de pouvoir se maintenir chez un certain nombre dans un certain nombre de points de vente, puisque c'est devenu un critère et à la fois pas seulement de réglage, mais d'adaptation des quantités dans les fournis maximum. Donc la première chose pour moi, hein, Didier, si tu veux réessayer, la première chose c'est de faire une analyse de votre lectorat et de votre univers de concurrence. Comme on a parmi nous pas mal de gens qui sont déjà très expérimentés, je pense que vous connaissez ces éléments. Cette analyse du lectorat et de l'univers de concurrence, c'est bien entendu aller sur une année complète, parution par parution et en cumul annuel, vérifier le nombre de diffuseurs servis, vendeurs sur l'ensemble des parutions, les 100% de vente, les 100% d'invendus, la vente moyenne, le fourni moyen, la répartition des ventes avec le fourni par niveau de vente et aussi par segment réseau, puisque c'est aussi très important. Pour connaître aussi votre univers de concurrence, bah déjà, si vous connaissez bien les titres qui sont dans votre univers de concurrence, vous pouvez demander un panel de réimplantation auprès de votre SADP. Ça, ce sont des choses qui vous permettent de mieux connaître à qui vous adresser. Si vous n'avez pas de concurrent, ce qui est un miracle, vous pouvez essayer de prendre un univers d'implantation qui va se baser sur le centre d'intérêt de vos lecteurs. Je m'explique, vous avez un titre euh, X et vous savez que vous avez une population qui a parmi ses loisirs du jardin, de la cuisine. Vous allez pouvoir prendre un titre de jardin, un titre de cuisine pour essayer de trouver le lectorat qui achète ces titres-là et qui correspond à votre cible. Est-ce que juste là, je suis clair? Didier, est-ce que tu veux compléter? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Oui, oui. Nettement. Plus fluide. Ouais. Cool, cool. Bon, super. Euh, il faut que tu redises ce que tu étais parce que j'étais en train de régler Là, on est sur l'analyse casque. des ventes. Sur Oui. l'analyse des ventes, tu avais dit auparavant une chose très importante qui était sur la partie euh, avoir un numéro de commission paritaire ou pas. Et effectivement, c'est un facteur qui n'a pas été mis dans la slide, mais qui est un facteur très important aussi dans la fréquence de réglage, hein. Et ensuite, on est passé sur l'analyse des ventes. La première chose, c'est de connaître son lectorat et son univers de concurrence, puisqu'on ne peut pas faire un réglage, en tout cas faire un réglage de base euh, correct sans connaître véritablement ses ventes et son univers de concurrence ou son lectorat. Quand on n'a pas de concurrence, c'est ce que j'ai expliqué, c'est effectivement à ce moment-là d'aller chercher les traits marquants du lectorat pour aller les retrouver au travers de titres d'autres univers et ainsi pouvoir demander un panel d'implantation ou de réimplantation suivant le besoin. Je vais vous donner un exemple. J'avais un titre
multi-sujet qui s'appelle Esprit d'ici, et lorsque je l'ai implanté, je n'avais pas de titre concurrent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris systématiquement, j'avais des rubriques jardin, cuisine, art de vivre, j'ai pris 4 titres qui se reportaient à ces univers-là pour faire ma première implantation. Est-ce que sur cette partie analyse des ventes, c'est clair pour tout le monde et est-ce que Didier, tu vas ajouter quelque chose? Euh, oui, oui. La base, aujourd'hui, on a un tel mouvement dans les assiettes de distribution, d'une parution à l'autre, d'un trimestre à l'autre, d'un semestre à l'autre, que la réimplantation est une base essentielle pour faire vivre aujourd'hui une répartition, un réglage. Si on ne va pas à un moment chercher de l'assiette supplémentaire, ben, l'assiette est une peau de chagrin et il faut aller chercher du potentiel systématiquement ailleurs. Sinon, à très court terme, hein, c'est pas possible. On t'entend plus, Didier. Le son Je est pense comment? qu'il a un problème de bande passante, notre ami Didier. Ça varie fortement à chaque moment. Peut-être qu'il faut enlever les vidéos. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose à ce qu'a dit Didier pendant qu'il essaie de se récupérer, les marchés de concurrence, certes, mais certains éditeurs ont la chance d'être multititres, hein, et comme c'est notre cas, on peut aussi calculer des marchés avec ses propres publications sur un ensemble de titres. Là, j'ai l'impression un peu d'enfoncer les portes ouvertes, hein, parce que ceux qui sont dans ce cas-là, j'imagine, le font tous. Et à partir de là, donc, créer des espèces de jauges pour estimer un peu le potentiel du point de vente, ce qui, et là Didier avait parfaitement raison de le dire, est terriblement utile en cas de recherche de réimplantation. On peut avoir disparu parce que maintenant on a des assiettes qui dépassent assez rarement les 7000 points de vente, ça veut dire qu'il en reste a priori 10 000, même s'ils pèsent pas toujours ce qu'on souhaiterait. Pardon. Et dans ces 10 000, eh bien, peut-être y en a-t-il quelques-uns, ne serait-ce qu'une centaine ou deux, et on peut les récupérer par cette observation-là, quoi. Voilà. Hein, Non, non, c'est très important quand tu as la chance d'avoir des titres d'un univers proche, évidemment. Ouais. comme c'est le cas, et c'est le cas chez moi également. On travaille, mais les réimplantations aujourd'hui sont devenues absolument nécessaires du fait des mesures de régulation que la profession a mis en place, hein, l'assortiment, le plafonnement, le droit de première présentation, en tout cas les nouveautés, l'approche, la limitation des fournis, fait qu'on est en permanence à la recherche de potentiel, ne serait-ce que pour compenser l'application des strictes mesures de régulation. Alors, ce qu'il faut dire, parce que vous le dites, hein, je vais essayer de parler plus fort, plus doucement, euh, les marchés de réimplantation demandés au MLP, autour de la table, je pense qu'on est tous distribués par MLP, sont gratuits. Et les commerciaux des MLP font ça très rapidement, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter et tirer tout ce que l'on peut de ces marchés de réimplantation. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, et ce que tu disais, Jean-Marie, sur la nécessité de faire un réglage à chaque parution, ce qu'il faut dire, c'est que si vous livrez un nombre d'exemplaires qui n'est pas conforme à la quantité attendue par les MLP, parce qu'en cours de route, votre quantité a bougé du fait des règles de la distribution, quoi qu'il se passe, une intervention sur votre répartition vous sera facturée par la messagerie à hauteur de 305 euros. Donc autant anticiper, puisque quoi qu'il se passe, n'importe comment, dès que la messagerie intervient, vous aurez une ligne de facturation. Oui, c'est important effectivement à rappeler les choses, parce que ce n'est pas la messagerie qui va vous faire le réglage. Alors, la messagerie fait les réglages, elle les facture, mais il s'agit juste de l'ajustement d'adéquation de la livraison par rapport à ce que vous demandiez. Donc, autant essayer d'anticiper un petit peu, d'optimiser la répartition, de rechercher du potentiel un petit peu plus loin. Il y a quelques sociétés qui font ça sur la place de Paris aujourd'hui, et plutôt pas mal de manière générale. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter pour quelques dizaines d'euros supplémentaires par rapport à ce que coûtent les MLP aujourd'hui. Vous aurez un véritable service
Et il faut vraiment, vraiment, vraiment anticiper sur la distribution parce que le rétropédalage, n'importe comment, à l'arrivée, ça coûte. Inévitablement, ça coûte. Ça coûte à la profession, ça vous coûte à vous, ça coûte au réseau de vente, ça coûte à la messagerie, ça coûte à tout le monde. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair pour tout le monde? Parce que n'hésitez pas à nous interrompre, hein, s'il y a des choses qui pour vous vous semblent totalement inconnues, totalement. Si vous avez, n'hésitez pas et puis apportez aussi vos compléments, hein, pour ceux qui font du réglage au quotidien. Et il y en a quelques-uns autour de la table. Euh, N'hésitez pas à apporter vos retours d'expérience. Moi, j'ai une question, Jean-Marie, excuse-moi, Eric Bonnet, Planète Robot. Moi, on est un titre, on n'a pas de concurrent. On est distribué par MLP et quand on vous parlez de panel de réimplantation, vous parlez de classe de titres ou vous parlez de réimplantation géographique ou c'est les deux? Alors, c'est en règle générale, on prend des titres. On prend Hmm. 4 titres de 4 éditeurs différents, hein, c'est normalement. Mais dans ton cas, Trois il peut très suffit. bien. Pardon? Trois suffit. Pardon, tu t'en. Trois. Trois titres suffisent. C'est 3 maintenant? Ok. Oui, trois titres suffisent. Oui. Ah oui, 3 plus ton titre. Oui, pardon. Oui. Oui. Hmm. Euh, donc, tu peux prendre des titres d'univers proches, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hmm. S'il y a un titre d'IA qui est proche, dont le lectorat est dans la même cible que Planète Robot, tu peux très bien aller rechercher ces univers-là. Si, par exemple, tu t'adresses, je ne sais pas, à des lecteurs, et pour ça, vous avez une chose qui existe aussi, hein, euh, que je n'ai pas, euh, que je n'ai pas mentionné, c'est le panel de duplication d'achat que vous pouvez solliciter auprès de la messagerie qui vous donne avec quel titre sont achetés vos magazines. Et qui est très intéressant parce que ça vous permet véritablement de savoir à quel type de lecteur vous adressez. Ouais. Là, Hein, tu je ne peux. sais pas, Didier, Patrick. L'utilise peu, ça, je le confesse. Et Emma voulait intervenir. Moi, j'avoue que pour Utilise, l'avoir toi, testé, Didier, un petit peu. non. Moi, j'avoue que pour l'avoir testé, l'étude de ticket de caisse, c'était pas forcément hyper intéressant parce que tu te retrouves avec des mastodontes, des journaux TV. Nous, en l'occurrence, on a de la presse auto-ancienne, donc on avait forcément Auto Plus. Tu es sur des gros qui te permettent pas forcément d'affiner ton panel concurrentiel. Alors, moi, je l'ai utilisé sur mes univers et c'était vraiment pertinent. Ah ouais? Après, c'est vrai que dans mes univers do it yourself, bien entendu, quand j'ai un magazine féminin comme Maxi, c'est pas celui que je vais chercher puisque forcément, l'assiette de distribution sera très très large et que c'est pareil pour toi, Maureen, pour AutoPlus. Oui. Je vais aller chercher peut-être un petit peu plus bas dans la liste pour voir quels sont vraiment les titres en affinité de cible totale, quoi. Mais c'est un élément, quand on est dans le cas le cas d'Eric, avec un seul titre et pas de concurrent, Hmm. on a tous des concurrents, presque tous. En fait, les appui d'MLP ne sont pas dévolumisés. Donc, effectivement, des gros volumes sont plus complexes. Nécessite d'avoir une idée assez proche du lecteur automatique. On ne comprend pas, On Didier. t'entend plus, Didier. Non, on ne comprend pas. C'est juste la question. Je vais passer sur mon téléphone. Je change de chemin. Didier, mets une deuxième connexion avec ton téléphone. Oui, Parce c'est ce que que je fais. visiblement, il y a un problème. C'est ce que je fais. Connecte-toi avec ton téléphone et le téléphone, on va entendre. Si toi, tu nous entends. Ah, c'est les aléas du direct. Non, mais souvent, Didier a un problème avec son casque. Dans les commissions dans ton numéro, on a souvent des problèmes avec lui. Mais le téléphone, en général, on aura deux images, mais c'est pas grave. Je vais continuer, donc on va attendre que Didier nous rejoigne. Le point important qui était celui qui m'a été, sur lequel on m'a sollicité pour créer cet atelier, c'est la fréquence des réglages. Alors, suivant les besoins et suivant la stratégie que vous avez défendue, nous, par exemple, pour l'ensemble de nos titres et en particulier sur nos titres jeunesse, on fait des réglages tout diffuseur à toute parution.
toutes les parutions. Mais on a une majorité de titres sans numéro de commission paritaire. Comme le précisait tout à l'heure Didier, c'est un élément aussi, pas parce qu'on ne peut pas l'avoir, mais enfin, pas parce qu'on ne veut pas l'avoir, mais parce qu'on ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc, souvent, certains adoptent une stratégie qui est de faire un réglage complet, éventuellement toutes les 2 parutions, et une adaptation des quantités aux règles de la profession et aux mutations du réseau entre ces 2 parutions. Alors, en gros, c'est un réglage lourd et un réglage plus léger. C'est ce que font un certain nombre d'éditeurs. Ça, c'est un choix également. Et tout dépend, comme l'a souligné Didier tout à l'heure, l'hétérogénéité de vos ventes. Si vous avez des ventes qui sont vraiment très différentes d'une parution à l'autre, si vous avez un titre merveilleux avec un nombre très important d'abonnés au point de vente, vous pouvez faire des réglages superbes. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et quand vous avez des titres dont la thématique varie fortement d'un numéro à l'autre, et où la cible principale reste, mais on va aller récupérer des lecteurs occasionnels qui auront acheté en fonction de la thématique portée en couverture, c'est très compliqué à gérer. Si vous êtes aussi sensible aux variations saisonnières, si vos lecteurs vous suivent, vous lisent particulièrement l'été au bord de mer ou l'hiver auprès des pistes de ski, là encore, c'est un autre élément qui fait que vous allez quasiment être obligé de régler finement à chaque parution. Déplacement de papier, c'est ce que vous suggérez? Pardon, Emmanuel Husson, Magazine Aviation et Pilote. Oui, tout à fait. C'est le déplacement de papier, l'adaptation. Alors, sachant qu'en plus, tout à l'heure, Patrick nous a sollicité, mais on va simplifier, on va assouplir les règles de plafonnement pendant la saison d'été et pendant la saison d'hiver pour les diffuseurs concernés. On va déplafonner l'été et on va déplafonner les diffuseurs saisonniers hiver sur les zones concernées. Les dépositaires auront la main sur les diffuseurs concernés. Donc oui, il faut faire bouger. Votre lectorat, s'il se déplace, il faut l'accompagner, forcément. Mais là encore, c'est l'analyse fine de vos ventes sur toute l'année et en allant voir si vous avez en permanence les mêmes diffuseurs qui sont vendeurs. Hein, ce serait l'idéal. Hein. C'est toujours les mêmes qui vendent et qui vendent les mêmes quantités. Ah là, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a eu des tests d'intelligence artificielle pour faire des systèmes de réglage. Ils n'ont pas été des plus pertinents. On n'a pas encore trouvé une martingale, y compris avec l'IA. Donc oui, il faut suivre votre lectorat. Patrick, tu veux ajouter quelque chose, puisque je pense que Didier... On en a souvent parlé en commission vente. En tout cas, j'étais arrivé avec des éléments quantifiés que j'ai pas là sous les yeux. Excusez-moi, hein, je suis pas au bureau. Et on s'était aperçu ici, parce que je ne me suis pas présenté en tant qu'éditeur, Diverti en l'occurrence. Et donc, sur des titres vendeurs, disons, à chaque parution de l'année, sur environ 3000 diffuseurs, au final, quand on cherchait combien était en commun sur l'ensemble des 4 parutions pour un trimestriel, on pouvait faire chuter ce 3000 à moins de 1000 même parfois, quoi. C'est dire la difficulté de l'exercice. Alors après, deux solutions se proposent. Soit on a une tolérance infinie sur les invendus potentiels, parce qu'on sait très bien qu'on va être 2 exemplaires et n'en vendre qu'un, peut-être 1 fois sur 4, 2 fois sur 4, ce qui est déjà mieux. Alors 4 fois sur 4, c'est carrément le paradis. Mais donc après, ça relève vraiment du choix de l'éditeur. Quel est son coût de fabrication? Comment tout ça, c'est propre à chacun, hein, je veux dire. Il n'y a pas, pour le coup, dans les options qu'on retient, est-ce que la vente est plus importante que l'invendu ou l'inverse? Voilà. Et c'est un problème qui peut se poser effectivement quand on est sur des gros volumes. Là, on répond facilement à cette question, hein, parce que la marge de tolérance permet de naviguer
Mais c'est hélas pas le cas pour beaucoup d'entre nous, parce qu'avec des tirages moyens qui sont passés en dessous des 20 000 exemplaires et des assiettes aux environs de 7 000 points de vente, bon, ben, vous faites le calcul vous-même. De toute façon, actuellement, pour ce qui nous concerne, hein, je peux parler que de ça, notre fourni moyen est inférieur à 3 exemplaires par point de vente servi, dilué sur 220 parutions de l'année, quoi. Donc, c'est dire où on est arrivé, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut espérer vendre sur 3 exemplaires? Ben, souvent, ça dépasse rarement un, quoi. Hein. Voilà. Et nous ne sommes pas les seuls, hein, nous le savons. Hein. Donc là-dessus, effectivement, le lectorat est plus au rendez-vous, point barre. Et c'est là où le problème se pose. Ce qui est dommage, c'est qu'on se soit retrouvé dans un système qui s'est voulu plus coercitif au moment où la souplesse s'imposerait, quoi. Voilà. Un peu plus de souplesse s'imposerait. Mais effectivement, les règles, on le sait tous, hein, quand on a un peu de recul, les règles qui ont été votées, enfin la révision de la loi Bichet en 2018, elle est consécutive à certains comportements qui en effet pouvaient faire comprendre qu'on en soit arrivé là, mais c'était sur des réflexions qui maintenant ont plus de 10 ans. Hein, et je connais personne aujourd'hui qui va mettre 100 exemplaires pour en vendre 10 dans un point de vente. Je ne sais pas si vous en avez dans votre environnement, mais je crois que. Et pourtant, Il reste quelques malotrus dans notre univers. oui. Hein. Des copieurs fous, il y en aura toujours et il y en a toujours. Alors ça, Jean-Marie, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas sur le même type de comportement. Parce que ce qui avait agacé le réseau, souvenons-nous-en, hein, c'était beaucoup plus le ratio vente fournie. Et c'est vrai que bon, il y a eu des taquins, hein, sur ce coup-là. Il y en a qui se trouvaient. Alors là, on a encore. Il y a comment dire, un point important dans vos réglages aussi, c'est quel est l'objectif de taux d'invendu que vous êtes fixé économiquement pour pouvoir véritablement répondre à des critères de rentabilité. Ça fait partie aussi des Exactement. qui vont déterminer votre stratégie de réglage. Hein. C'est un petit peu ce que je sous-entendais, hein, Tout à c'est-à-dire fait. à Tout à partir de fait. quel moment on bascule dans le négatif, bon, ben, ça dépend Qu'est-ce que beaucoup. vous tolérez? 3 exemplaires imprimés pour un vendu. Quel est ce que vous avez défini au sein de votre entreprise? Quelle est la politique? Alors, 3 exemplaires imprimés pour un vendu, Jean-Marie, ça nous amènerait, si on était tous dans cette réalité-là, à un taux d'invendu national qui serait inférieur à celui qui est actuellement celui Alors, des je publics. vais donner un exemple, Patrick. Chacun doit déterminer en fonction Oui. de ses coûts Ouais, de mais production. tu sais comme moi qu'une fois que tu as retiré ce qui reste comme titre avec des volumes qui restent gros, hein, d'après le regard qu'on leur porte nous, hein, et une fois que tu retires ça, bon, ben, effectivement, les invendus, c'est plus vraiment le sujet duquel il faut s'approcher comme auparavant. Hein. Non, non, mais vous avez des indicateurs qui sont fournis par la CRDP, par grande famille marketing Ouais. titres, qui Ou vous tranche de donnent fourmi. aussi Ouais. des éléments vous permettant de vous positionner par rapport à vos univers de concurrence. Vous le trouvez sur le site de la CRDP tous les C'est mois. juste. Et quand on les analyse, ces chiffres, entre parenthèses, allez-y et décortiquez-les justement par parution, tout ça. On a quelques surprises. Hein. Pour peu qu'on ait un peu de mémoire, on se dit, ah bon, c'est devenu ça. Et il y a vraiment des grosses surprises étonnantes. Donc, je ne sais pas si Didier a pu nous rejoindre à nouveau. Vous m'avez récupéré ou pas? Oui? Oui, Oui! Ah, Oh! voilà. alléluia. Bravo. Bravo! Ah, putain, Didier et la technique. Magnifique. Euh, Euh, On était sur la fréquence et la typologie des réglages, oui. en expliquant un petit peu, si tu veux, je ne sais pas si tu as pu suivre malgré tes problèmes techniques, donc les éléments les plus importants qui sont aussi ben, la politique fixée par l'entreprise par rapport aux éléments de coûts de fabrication et de coûts de distribution pour pouvoir avoir un objectif cible en matière de taux d'invendu et de pouvoir aussi se comparer par rapport aux univers, ne serait-ce que sur le site soit chez MLP, mais aussi sur le site de la CRDP qui donne des éléments d'information plutôt pertinents. Alors là, il y a 2 politiques qui s'opposent un petit peu. La première des politiques, c'est mon économie ne tient pas qu'à la vente au numéro, mon économie tient aussi à la publicité et j'ai besoin d'être vu en linéaire pour que mes annonceurs me voient. Auquel cas, cette notion de rentabilité, elle passe un petit peu au second plan.
parce que l'économie des titres est ailleurs et que la vente au numéro rentre dans une petite partie du business plan. La deuxième partie, c'est de dire effectivement, la vente au numéro rentre en tant que telle dans mon business plan. C'est un poste de recette qu'il faut que je soigne. Et comment faire? Le premier des calculs qu'il faut faire, c'est de dire sensiblement, si j'encaisse 50% de ma valeur faciale ou 60% de ma valeur faciale, combien me coûte un exemplaire à imprimer et combien je peux en distribuer pour arriver à ces 50% de ma valeur faciale. C'est pas pour être simple, hein. C'est compréhensible pour tout le monde? Ouais, ouais, ouais. C'est le principe, par exemple, à l'export aussi, de l'encaissement sur exemplaire fourni. Par exemple. Par exemple. Mm. Hein, donc, c'est pas compliqué. J'ai un magazine qui coûte 6 euros, j'encaisse 3 euros. Mon coût de fabrication est d'1 euro. Je peux donc distribuer trois exemplaires pour en vendre un. Je ne perds pas d'argent. Donc, ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de se dire, euh, on reste dans un registre pas vu, pas acheté, hein, puisque la presse reste un produit poussé, hein, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas visible en linéaire, vous n'avez aucune chance d'être acheté, et de se dire, tout compte fait, je vais garder une petite marge de ma distribution, peut-être 20% des exemplaires que je distribue, sur lesquels je vais être joueur, parce que je vais aller chercher, je vais être économe sur ma première partie, sur mes 80% de ma distribution. Là, je vais garder des ratios de rentabilité qui sont importants. Et sur les 20% ou 30% ou 15%, ça va varier selon les éditeurs, je vais être un petit peu joueur et je vais aller chercher du potentiel de vente ailleurs. Je sais que ça ne sera jamais rentable sur une parution, mais peut-être plus tard, sur du réachat ou sur du réancrage dans des points de vente. Et c'est vraiment la partie sur laquelle il faut jouer aujourd'hui. La dernière étude montre qu'on est tombé à 9 titres au mètre linéaire en moyenne. Il faut quand même se souvenir que quand les règles d'assortiment ont été prévues, on était à 22 titres, c'était en 2008, et à 17 titres en 2017. Aujourd'hui, on est à 9 en moyenne. Donc 9 titres, ça fait soit beaucoup de pleine page, soit beaucoup de linéaire qui s'en va ailleurs pour du food ou pour du gadget. Donc on a une vraie pépite qu'il faut réinvestir et je crois que c'est notre responsabilité commune à un moment de prendre une partie des exemplaires de notre économie pour réinvestir ce linéaire. Moi, pour moi, c'est relativement clair. Est-ce qu'il y a encore des choses? Bah, Des questions, non? Je crois que Didier là, a vraiment été très clair sur la façon dont on peut adopter une stratégie de réglage. alors après, à ta question, réglage à chaque parution, dans la mesure où les règles s'incrémentent selon les résultats des précédentes parutions, que l'homologue est bien évidemment pris en compte pour préparer la distribution à venir. Une fois de plus, on parle de quelques centaines d'euros pour faire un réglage, quelques centaines d'euros avec des magazines qui coûtent 80 centimes à imprimer. Mais à l'arrivée, la rentabilité, elle vient mais tellement vite, mais tellement vite. Je crois que c'est une question qu'il ne faut même pas se poser, surtout s'il y a une nécessité d'ajustement de la répartition par la messagerie. Oui. Non, non, alors, effectivement, la question est posée, avec certains se sont posé la question d'avoir un réglage, je dirais, hyper complet, une parution sur deux, par exemple, hein, et une adaptation des quantités aux règles de la profession et aux mutations du réseau entre, mais comme tu l'as expliqué aussi avec l'importance des parutions homologues ou autres, nous, on a fait une stratégie de réglage à 100% à chaque parution. Et pour nous, on n'en changera pas. Certains se disent, pour moi, je ne pense pas que ce soit utile. Euh, Toi, tu recommandes bien entendu un réglage et tu as vu l'efficacité. Si tu Oui. laisses un titre filer, par exemple, est-ce que tu as l'expérience sur certains titres qui ont décidé en gros, de régler à minima et tu as vu les résultats au bout de quelques parutions? Oui, oui. Alors, en fait, c'est pervers, hein, parce que c'est jamais à la première parution qui suit l'absence de réglage, mais c'est bien évidemment avec le temps que ça arrive. Et ça arrive à échéance de 3, 4, 5 parutions où on perd de l'assiette, on perd de la visibilité. Juste un préalable, quand même, c'est que ça s'entend sur les périodicités mensuelles les plus longues.
Oui, Sur un hebdo, bien évidemment, on ne va pas faire de réglage à chaque parution, sauf si on a un hebdo qui est très lié à l'actualité et qui nécessite une intervention systématique. on est plus dans une adaptation des quantités sur un hebdo. On règle d'une façon très importante toutes les X parutions et ensuite on fait une adaptation des quantités. Oui, absolument. Après, maintenant, on sait que la périodicité des magazines a toujours tendance à s'allonger aujourd'hui. On a de plus en plus de bimestriels et de trimestriels. Il faut se dire que chaque bimestriel et chaque trimestriel, par rapport au changement des migrations de population, il faut tout refaire à chaque fois. Un trimestriel, il faut faire l'été. Alors, quand arrive septembre, il faut défaire l'été. Quand arrive l'hiver, bah, il faut préparer les stations. Et après, c'est le printemps. Il faut mettre du papier là où les gens sont pour les vacances de Pâques et même les week-ends. Donc, quoi qu'il se passe, il y a toujours des migrations qui nécessitent de faire bouger sa répartition. À part le mois de... Didier, d'ailleurs, ce qui est aussi important, c'est le réseau. Le réseau bouge énormément entre chaque parution. On prend le cas particulier de la grande distrie qui vit une révolution permanente en ce moment, où il y a des adaptations permanentes des points de vente sur le secteur des GMS. Tout à fait. Mais donc, est-ce que vous voulez les uns et les autres faire part de vos visions, de vos... Patrick, je sais que toi aussi tu es Hein. Non, moi je voulais une règle petite à chaque parution. Je voulais évoquer un sujet qui m'a été un jour évoqué, pas aussi, pardon, donc je me répète là. Désolé, j'étais dans ma réflexion. Donc, ce à quoi il faut faire attention aussi quand on travaille des répartitions, c'est sur le suivi des réimplantations qu'on peut faire. Je m'explique. Un jour, je téléphone à quelqu'un qui s'occupe d'une grosse structure de diffusion et qui me dit, mais je comprends pas, je réouvre un point de vente significatif, en plus de quelqu'un qui est particulièrement placé au niveau du bureau de Culture Presse. Je lui mets j'installe deux, trois exemplaires, elle les a reçus une fois, après, souquet, sans même avoir le moindre résultat. Je pense que là, il faut un peu de patience aussi, et je sais pas je connais pas le titre concerné ou les titres, mais il faut faire attention aussi à ce genre de choses, parce que aujourd'hui, c'est difficile d'aller attraper un lecteur supplémentaire ou deux, a fortiori plus, et quand on commence à s'installer quelque part, il faut avoir la patience d'attendre de voir ce que ça donne, quoi. Hein, et ça, comme on est obligé justement d'aller investir des endroits où on serait peut-être pas allé naturellement quelques mois auparavant, ben, une fois qu'on y est, ben, faut pas s'en aller tout de suite. Je sais pas comment ça peut être possible d'ailleurs, entre parenthèses, bien sûr, c'est un point de vente qui devait pas avoir d'historique sur le titre, mais il avait au moins un dernier fourni. Alors, par défaut, il aurait pu être simplement reproduit, quoi, en l'absence d'informations concernant les ventes. Donc voilà, c'est des choses comme ça, donc des petites réflexions. Je pense que il y a autre chose aussi. On n'est pas toujours suivi par certains dépositaires, peu. Hein, il faut dire quand même qu'il y en a pas beaucoup qui interviennent. Il y en a un en particulier que tout le monde connaît. Bon, et c'est un problème par rapport auquel on cherche tout le temps une résolution et on n'en trouve pas, quoi. Donc, ce serait pas mal qu'on arrive aussi à travailler d'une manière un peu plus cohérente avec ce monde-là. Il existe, hein, on l'a tous fréquenté, on y a même éventuellement développé des amitiés. Hein. Les dépositaires existent, ils sont toujours en activité. Moi, je pense qu'il serait intéressant d'arriver à prendre contact pas seulement avec le niveau 3, mais aussi avec le niveau 2 d'une manière qui se voudrait constructive. Dans le cadre du SPMS, justement, on a rencontré François Touraton dans son dépôt de Bordeaux au mois de décembre. Bon, c'est un type qui est plein de bonne volonté et pour investir comme il l'a fait, je peux vous dire que je le trouve extrêmement courageux, hein, soit dit en passant. Parce que des gens qui veulent investir dans les locaux d'une telle importance, bah, faut quand même qu'ils aient un peu envie d'un devenir. Il a 50 piges, quoi. Il a encore du temps à faire. Et voilà des gens avec lesquels
moi, je souhaiterais, hein, par culture personnelle peut-être, mais en tout cas, je souhaiterais qu'on arrive à développer des relations un petit peu plus proches. Voilà. Mais on s'écarte du réglage, mais pas tant que ça, en fait, hein. Non, non, Puisque, il est important d'ajouter que, et je pense que Didier peut le confirmer, notre niveau 2 est très hétérogène. mais en Il y effet, a des gens qui sont très investis, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, voire pas du tout investis, qui Investi dans gèrent la le presse, en tous les quotidien. cas. Investi dans Ah, la presse. d'accord. Investi dans la presse, en tous les cas. c'est Ah, ça. On a des transporteurs qui sont dépositaires, donc forcément, ils n'ont pas la même culture. Alors, on est sur de plus en plus des rapprochements entre dépôts, c'est pas facile à faire, c'est en train de se faire. Les mandats vont peut-être rester, mais on aura des gens titulaires de plusieurs mandats et ça va être de plus en plus la chose qui va être la plus courante. Et comme le disait Patrick, on a certains dépositaires qui viennent tout casser de nos réglages, qui n'en tiennent pas compte. Hein. Et ça, c'est un vrai souci parce que vous pouvez avoir tout le dialogue que vous voulez, eux vont décider. Il y a aussi un point important dans les réglages que peut-être Didier veut parler, c'est la partie des services protégés. Alors, Là, c'est aussi un point dans vos réglages. Il y a des diffuseurs sur lesquels vous pouvez rien faire. il y a une partie des diffuseurs, effectivement, sur lesquels, dans les outils, les chiffres apparaissent en rouge. Et ce sont des chiffres qui sont bloqués, souvent à la demande des diffuseurs, parfois à la demande des dépôts sur lesquels, pour les diffuseurs pour lesquels il y a une délégation de pouvoir. C'est assez énervant. C'est assez énervant parce que, euphémisme. voilà, parce que euh, on ne sait pas le fondement de ces mesures. Est-ce que c'est vraiment une vraie mesure de sauvegarde du point de vente? Est-ce que c'est une manière de limiter le nombre d'exemplaires fournis euh, parce qu'à 5 heures du matin, il y en a qui en ont marre de déplacer du papier. Tout ça, on ne sait pas. Mais le fait est que dans les services sauvegardés, bien souvent, on a des services qui sont inférieurs à l'amplitude des ventes. Et donc, c'est des ventes qui sont perdues et sur lesquelles on n'a absolument aucun levier. Autre chose qui est hyper énervant, c'est que ces demandes ne sont pas datées dans les outils. Donc ça veut dire qu'on peut traîner des demandes qui ont 6 mois, 1 an et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais pour lesquelles les outils n'ont pas été mis à jour. Euh, Et encore plus énervant, c'est quand quand un diffuseur qui a un service bloqué vous appelle en disant moi j'ai rien demandé, comment faire? Et ben là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Donc, si on prend sensiblement aujourd'hui ces services bloqués sur des titres de moyenne diffusion, si on prend les plafonnements des quantités qui ne tiennent toujours pas compte de l'amplitude, mais de vente moyenne selon des périodes, si on prend les mises à zéro qui ne tiennent pas toujours bien compte de l'homologue, on peut se dire aujourd'hui que sur les 10 ou 12% de ventes que l'on perd chaque mois depuis la rentrée de septembre maintenant, ouais, un bon tiers, voire 40% sont attribuables à ces réglementations de distribution. En tous les cas, c'est moi ce que j'ai pu constater sur des titres. Je me suis encore battu, on s'est encore battu il y a 2 semaines avec les MLP pour un titre, allez, je le dis, c'est Fluide Glacial, euh, qui fait paraître un hors-série Comemo à la hauteur, pour la mort d'un des créateurs importants du titre. On n'a pas pu le distribuer sur plus de 2000 ventes du mensuel, parce qu'on était limité. 2000 ventes du mensuel qui sont passées à la trappe. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là, hein. Ces règles sont encore en train de nous pénaliser. Alors, on avance pas à pas. C'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. On avance pas à pas. L'évolution de règles qui a été demandée à l'ARCEP, sur lesquelles les textes ont été envoyés la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Bah, c'est une avancée et il faut considérer cette avancée comme un premier pas, Ça, c'est mais sûr. qui est un pas important. Et surtout qui n'est qu'un point d'étape, parce qu'il va falloir qu'on continue à avoir un petit peu plus de liberté dans notre distribution. Alors, sur ce parti-là, hein, sur les règles de la profession, donc il y a cet avenant qui est en cours d'analyse par l'ARCEP. L'ARCEP, aujourd'hui,
est un peu moins rigoriste dans l'application de la loi. En tout cas, c'est ce qu'elle nous semble nous dire. On le verra, on va le voir très rapidement, puisque on va voir si cet avenant est validé d'une façon simple, sans avoir de procédure compliquée, de redemander l'avis de tout le monde, ainsi de suite. En parallèle, la commission de suivi de l'assortiment et du plafonnement a convenu d'une nécessité de réécriture de cet accord d'assortiment et de plafonnement, et en tenant compte aussi des particularités des différents univers. Les règles ne peuvent pas être les mêmes pour toutes les catégories de points de vente, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques sur tous les points de vente. Donc la GMS doit être traitée d'une façon différente des marchands spécialistes et des kiosquiers. On ne peut pas raisonner de la même façon pour tous les segments de réseau. Bah, d'ailleurs, à ce titre-là, il faut quand même préciser que les instances dirigeantes de Culture Presse qui ont été moteurs sur l'élaboration de ces règles, aujourd'hui disent, moi, je veux avoir toute la presse dans mon magazine indépendamment des règles appliquées par l'ARCEP. Donc, l'élément moteur au départ du déclenchement de ces réglementations est en train de faire un petit peu marche arrière aujourd'hui. Donc ça, ce sont des signes aussi qui sont avant-coureurs d'une détente, à mon avis. Tout à fait. Je pense que ce premier accord qui a avancé très vite, premier avenant avancé très vite, va vous apporter de nombre de réponses. On vous le fera suivre dès que l'ARCEP se sera prononcé, parce que je pense que ce n'est pas utile qu'on vous l'envoie avant, si jamais n'est pas validé par l'ARCEP. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier, le faire suivre, le circulariser sans validation. Non, il vaut mieux attendre, mais bon, d'après ce que j'ai pu entendre, et puis d'après ce qu'on s'est dit, il y a quand même une forte probabilité que l'ARCEP valide à partir du moment où les éditeurs et les instances représentantes de ces éditeurs sont tombés d'accord. Cet accord a été signé par tout le monde. Voilà, donc à partir la position de l'ARCEP, c'est de dire si vous êtes d'accord entre vous, ben allons-y. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et il y a beaucoup de points qui sont des points qui corrigent les anomalies qu'en particulier Didier nous remonte au quotidien, ou que Maureen nous avait remonté aussi, hein. Euh, je crois qu'on a fait. Alors, je ne sais pas si ça a répondu aux questions en particulier de deux de nos charmants collègues. On avait donc le groupe Histoire et Collection, et puis on avait Planète Robot en particulier qui s'interrogeait. Est-ce que ça répond un peu à la définition de vos stratégies? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Moi, je veux bien prendre la parole, Jean-Marie. Je ne vais pas trop ramener la discussion à mon titre. En même temps, c'était, comme tu le disais, une demande express que je t'ai formulée, ainsi qu'à Didier. Planète Robot, c'est un magazine qu'on a repris. Il y avait un tirage de l'ordre de 12 000, donc c'est pas des gros tirages. On est bimestriel. Comme je l'ai dit, on est le seul titre. On a des titres concurrents comme sur des magazines sur l'IA. On est de moins en moins visible en kiosque. C'est la première difficulté. On a un lectorat fidèle dans certains points dont on voit bien que, puisqu'on n'est pas visible en close, c'est des gens qui viennent acheter le magazine parce qu'ils savent qu'ils vont le trouver. Le reste, c'est très hétérogène comme vente. On a confié le réglage à MLP, qui fait un réglage qui correspond à ce que vous disiez à peu près en termes de réimplantation, de parties de poker, comme disait Didier, pour jouer un petit peu sur certaines zones. Je peux utiliser les outils d'Iris Vente pour voir quelles sont les régions venderesses ou pas. Euh, mais après, c'est un travail. Moi, je suis nouveau dans le réglage, et c'est un peu, c'est un peu ramasser la mer à la petite cuillère. C'est-à-dire, il y a tellement de points de vente, tellement peu de contact avec les points de vente directs, c'est très compliqué. Donc, mais j'ai deux questions. La question, je te l'avais formulée, c'est est-ce que ça a un intérêt de continuer avec les MLP, sachant qu'ils font un réglage alors pour quelques centaines d'euros, mais qui me paraît très limité. Mais ils n'ont pas cette acuité, ils ne font pas remonter cette acuité que vous avez tous de connaissance de votre titre. La deuxième, ça serait quels seraient les outils de mutualisation qui auraient éventuellement possible au niveau de la FNPS, de l'USPMS. Et la troisième, c'est quelle stratégie vous me conseillez pour un type, parce que quand on commence à être négatif, alors Didier disait, c'est peut-être pas le modèle. Notre modèle économique, c'est pas tellement de gagner de l'argent, en fait. C'est effectivement, comme tu le disais, Didier, c'est de montrer à nos annonceurs qu'on est en kiosque,
Parce nous, on est dans un positionnement, on est à mi-chemin aujourd'hui entre un titre grand public de vulgarisation. Mais aujourd'hui, la vulgarisation des robots, c'est un peu terminé et un peu presse pro. On pourrait très bien arrêter d'être en kiosque, mais on continue d'être en kiosque, surtout pour nos annonceurs. Notre business model, il est beaucoup plus sur la vente de publicité. Et donc, au niveau stratégique, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce qu'il faut faire une étude par une agence extérieure, par l'un d'entre vous, pour revoir le réglage? Parce qu'il y a cette frustration de ne pas maîtriser le réglage, mais en plus cette frustration de donner l'impression qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire par rapport à mes mandants, par rapport aux investisseurs, comment leur expliquer qu'on continue à perdre de l'argent. Tant qu'on n'en gagne pas, ça peut aller. Et quand on commence à être négatif et rembourser de l'argent à MLP, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, je suis désolé, c'est un peu. Non, mais c'était le but de cette Mais réunion. c'était le but aussi de C'est le but de des cette réunion. préoccupations. Je pense qu'on a Une tous un peu cette mutualisation FNPS, c'est un peu compliqué parce que les besoins sont très hétérogènes. Recommander ou informer sur les différentes possibilités. Je pense que, mais là c'est à titre personnel hein, que je m'exprime, hein. Les réglages MLP sont des réglages, je dirais, basiques. Donc, aller véritablement comprendre et redéfinir une stratégie, ça doit passer par des gens qui ont une expertise complémentaire. Et il y a plusieurs acteurs sur le marché, dont Didier, hein, on n'est pas là pour recommander quelqu'un en particulier, mais Didier a cette expertise. Voilà, il y a aussi, je pense, pour toi, Eric, la chose aussi importante d'échanger avec des gens comme Patrick qui ont un vécu fort sur le réglage en tant Privilège de qu'éditeur, l'âge. un vécu fort sur le réglage éditeur. Donc voilà, la stratégie pour moi, il faut vraiment aller au fond d'une analyse des ventes de ton titre, de ton marché, même s'il n'y a pas de concurrent en face, il faut vraiment que tu définisses ton univers de concurrence au travers des préférences de tes lecteurs. Je peux me permettre d'ajouter, Eric, tu sais, tu poses la question, là, tu en es arrivé à un point où il faut que tu trouves au moins une réponse, qu'elle soit positive ou Bien négative. sûr. Mais tu peux pas rester simplement sur cette interrogation. Et c'est vrai que quand la personne de Didier, tu es quelqu'un qui est parfait, qui serait parfaitement compétent, si vous vous entendiez, pour déjà commencer par une analyse. Hein, ton titre, moi je l'aurais bien mis à tel endroit ou tel autre, il n'y est pas, que sais-je, là, pourquoi t'en mets autant, enfin, mais des questions vraiment élémentaires qu'il pourra avoir au regard de ce qu'il connaît, quoi. Hein, Alors, et toi, moi, t'es dépourvu de repères. Enfin, je veux pas. non, mais moi, je suis pas, j'interviens pas aujourd'hui pour vendre mon activité. Non, 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 mais non, c'est mais très bien. t'inquiète pas, Didier. Ça fait rien, Donc, Didier. Tu Eric, sais si faire, tu c'est veux, important. oui, oui. Donc, si tu veux, Eric, on s'appelle après. Hmm. Je te parlerai. Enfin, on échangera. On peut se voir Oui, dans les vraiment. prochains jours, il n'y a pas d'urgence, mais Mais vraiment, voilà, je ferai ça. On ne peut plus ouvertement et voilà, clairement. Mais aujourd'hui, le point de départ, si tu arrives dans ce milieu-là, c'est bon. Moi, je te recommande pas de faire une étude de duplication d'achat ou MLP parce que ton titre est trop spécifique. Tu vas te noyer dans l'information. Il faut au moins faut au moins que tu aies une étude lectorat, que tu bases sur tes réseaux sociaux, que tu bases sur une étude autoportée à l'intérieur du magazine, sur Tout une à fait. étude auprès de tes abonnés, peut-être, au moins pour connaître leur profil. Probablement des hommes à 80%, probablement une tranche d'âge à laquelle on ne s'attend pas. Qui va définir le prix de vente de ton magazine, qui va définir en fonction de ton profil CSP. Et ça se trouve, en faisant ça, tu vas te rendre compte que 80% de tes acheteurs vont à la pêche le week-end. Et en fait, le bon marché, c'est peut-être Pêche Magazine. Oui, c'est ça. C'est ça, Et c'est pas vraiment forcément, l'élément de. et pas forcément intelligence artificielle. Tu vois, bon, volontairement, je caricature, tu n'auras pas le non, temps non, d'aller mais je chercher des comprends. gens qui pêchent. Mais si ça se trouve, tu vas te retrouver avec des gens qui lisent Science et Avenir. Tu vas te retrouver avec des gens qui lisent Ciel et Espace. Tu vas te retrouver avec des gens. Voilà, c'est cet univers scientifique qu'il va falloir que tu appréhendes autrement. Ou alors, tu vas trouver des mondes des lecteurs issus du monde du jeu vidéo. Et pourquoi pas? Puisque n'importe comment, c'est des gens qui aujourd'hui sont issus de la tech. Il y Donc, avait une origine à l'origine, c'était Et je très confirme spécifique. le propos de Didier sur
La partie enquête lecteur, enquête de lectorat que tu peux faire aujourd'hui facilement en ligne avec Hmm. un Google Form basique. Et ça, c'est effectivement nous ce qu'on a pratiqué régulièrement et qui fonctionne très très bien. C'est d'interroger ton lecteur sur ses centres d'intérêt, sur les autres magazines qu'il lit. Euh, effectivement, c'est un point hyper important. Mais même aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité qu'auparavant à créer des groupes lecteurs. Tu Hmm. peux les solliciter sur un choix de couverture, sachant que la majorité a toujours raison, n'importe comment, hein. Toujours, toujours, toujours. Donc, est-ce qu'il faut mettre un petit robot en couverture? Est-ce qu'il faut mettre autre chose en couverture? Enfin, voilà. Est-ce que c'est des robots d'ingénierie? Est-ce que c'est des robots de domotique? Il y a il y a plein de possibilités. Enfin, tu les connais infiniment mieux que moi, mais il faut solliciter tes lecteurs. C'est eux qui ont raison. Le Et dernier point que je ressens avec MLP, pardon, c'est aussi qu'il y a une sorte de démotivation. Waouh, ils ne cherchent pas plus que ça à garder le réglage, par exemple. On a changé 5 fois de chargé de clientèle depuis 18 mois, alors qu'avant on était habitué. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont des vagues de pression en interne ou des démissions, mais on l'a gardé une conseillère pendant 5 ans et là on en a 5 depuis 12 mois à peu près. Ah oui, oui, bah, c'est pareil, hein, oui. Et ça, c'est très frustrant parce qu'il faut réapprendre la roue à chaque fois, leur Ouais. expliquer comment elle titre. Donc, on Oui. a cette frustration en plus de pas être conseillé suffisamment. Et alors, quand en plus on voit les taux de commission et à l'arrivée le coût de distribution total par rapport à ce qu'on attend, c'est d'autant plus frustrant. sachant qu'en plus, ils te facturent 315 euros ou 305 euros par réglage qu'ils te font. Ouais. Donc, ça, ça- ça peut être une solution de remplacement. Ça peut être une solution, mais ça peut pas être un choix commercial, un choix politique, ne serait-ce qu'à moyen terme. Ça l'a été parce que notre routeur d'abonnés faisait le réglage avant, il a déposé le bilan, donc c'est un peu à l'image du secteur, quoi. Il y a beaucoup de fermetures en cascade qui font que à l'arrivée, c'est frustrant. Ok, mais en tout cas, je note ça, Didier, puis on s'en parle. Et Quand tu veux. excusez-moi. Et que pensez-vous aussi du réglage, enfin d'un dérèglage par la périodicité entre alterner avec du H et du S, enfin tout dépend de vos périodicités. Nous, on est un mensuel chez Aviation et Pilote, et donc on fait du S et du H qui nous permet de garder plus longtemps en kiosque certains numéros qui sont des numéros forts. Qui présentent un intérêt particulier sur une saisonnalité, par exemple au moment du Salon international du Bourget, puisqu'on est une revue aéronautique, ou alors un salon particulier qui nous permet en fait d'être en kiosque un petit peu plus longtemps et donne la possibilité au lecteur d'aller acheter plus longtemps le numéro pour pouvoir augmenter les ventes sur certains numéros plutôt que d'avoir une périodicité que de 30 jours. Alors, pour ça, l'outil par excellence, c'est IrisCube. Ouais, Il faut que vous regardiez ce que représente la vente du deuxième mois. Généralement, la vente du deuxième mois, c'est entre 20 et 30% de l'ensemble. Donc, il y a inévitablement une cannibalisation sur le numéro suivant, mais qui d'accord. généralement n'arrive jamais à hauteur de 20 à 30%. Donc, ce qui est sûr, c'est que le cumul des deux, n'importe comment, fait plus que 2 fois 100. Vous aurez peut-être une fois 130 et puis une fois 95, mais vous serez à 225 et vous ne serez pas à 100. Donc, pour moi, la politique de laisser 2 numéros en vente conjointe est une bonne politique, mais elle doit s'accompagner d'un autre acte commercial. C'est-à-dire qu'il faut se servir il faut se servir des invendus de chacune des parutions pour descendre le nombre d'invendus de chaque parution. Dans la mesure où vous doublez la visibilité en linéaire, vous n'avez pas besoin de doubler le nombre d'invendus. Alors, Est-ce que Sachant qu'il faut prendre aussi en considération sur un S l'éventuelle perte de vente du numéro. la cannibalisation, Vous aurez la concurrence avec. Donc, ce que vous gagnez, il faut prendre bien entendu en considération que vous gagnez en plus par l'allongement de la durée de vente d'une parution, mais les pertes éventuelles de l'autre parution. Oui, c'est ce que j'appelais cannibalisation, Jean-Marie. ouais, La ouais, voilà, Tout à fait. ouais, cannibalisation,
sur N+1. Donc effectivement, et on a une petite cannibalisation sur N+1, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que vous gagnez sur N. Ça, c'est certain. Alors, En nous, tous les cas, on c'est joue prévu. par contre avec justement, on parlait de la couverture et l'attractivité de la couverture et de son contenu. Oui, Nous, on bascule enfin, on propose à notre lectorat aussi bien de l'aviation certifiée que de l'aviation ULM. Donc, avec la perte d'un support il y a 2 ans qui était exclusivement sur l'ULM. Donc, on essaye de repositionner en fait sur l'ULM 1 mois sur 2, ce qui permet en fait à un lectorat qui ne nous connaissait pas ou qui ne nous identifiait pas en tant que magazine ULM de pouvoir 1 mois sur 2 avoir une couverture qui puisse couvrir un lectorat qui nous découvre depuis 2 ans. Alors, est-ce que vous avez déjà eu le cas? Ben, j'ai entendu madame, c'est auto, excusez-moi, j'ai Oui, pas, oui, l'auto ancienne. auto ancienne, voilà. Je ne sais pas si vous, dans le magazine spécialisé comme ça, parce qu'on a un lectorat qui est commun à la moto, au bateau, voilà, on parlait des centres de points communs de notre lectorat. C'est un petit peu ça avec les études du lectorat. On s'est rendu compte que celui qui achète aviation et pilote va acheter un magazine de bateau, voile et voilier, par exemple, parce qu'il est aussi navigateur. D'accord. Mais Alors, Tout à fait. Alors, euh, il y a certains, quand vous adressez à une certaine catégorie de lecteurs, vous pouvez vous dire que il fait du golf, il consomme, il fume des cigares et il boit du cognac. Après, là, c'est tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on cherche des univers. oui, 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 voilà, c'est ça. Mais est-ce que de justement de basculer sur, euh, je sais pas comment m'exprimer, oui, d'une thématique à sur l'autre. voilà, sur 2 univers, sachant que le titre, il était identifié aviation certifiée, euh, euh, et de jouer avec la périodicité peut augmenter les ventes. Parce y a-t-il Nous, on l'a vu sur quelques Et numéros. c'est ce qu'on fait tous de temps en temps Oui, en essayant. Alors, vous pouvez avoir un dossier spécial aviation légère dans votre magazine, bien annoncé en couverture, et vous voyez si ça vous apporte de nouveaux lecteurs. Là aussi, le réglage a son importance parce que est-ce que le fait que vous allez essayer d'élargir la cible, est-ce qu'il faut pas aussi élargir les univers dans lesquels vous êtes présent? Euh, ça, c'est oui. ça, c'est la chose vraiment importante. Bah, Alors, on fait des tests justement, mais vous parliez de réglage mensuel. Moi, je pense qu'il faut au moins 3 mois avant de revoir tomber enfin, une répercussion du réglage, quoi. oui. Enfin, d'un mois Et, sur l'autre, c'est très délicat, quoi, parce qu'on a un lectorat, c'est le cas de le dire, un petit peu volatile. oui, et Attends, au-delà de 3 mois, c'est même 3 parutions, en fait, parce que quand vous avez Oui. des périodicités longues comme ça, Mm. ça peut prendre jusqu'à 6 mois, en fait. Alors, moi, je suis un petit peu embarrassé avec ce que vous dites, parce que c'est des choses que j'ai déjà connues sur d'autres magazines. Et excusez-moi, je vais reparler de pêche à la ligne, mais c'est vraiment un hasard. Les pêcheurs disent qu'on n'attrape pas un même poisson avec 2 appâts différents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une offre éditoriale qui est cohérente dans le temps et qui se suit dans le temps, 1 mois sur 2, vous risquez d'un petit peu perturber vos lecteurs qui, au troisième mois, vont se dire, ah ben, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, si vous avez une offre éditoriale, si, quand bien même les gens qui font de l'aéronautisme de loisirs peuvent être aussi bien de l'ULM que du petit avion volant, je suis pas sûr qu'en termes de passion, ça soit tout à fait la même chose. Je suis pas tout à fait sûr. Donc peut-être auriez-vous plus l'intérêt aujourd'hui à dissocier votre offre, c'est-à-dire à avoir un bimestriel, peut-être avec 2 hors-série, et un trimestriel avec de l'ULM, si c'est l'ULM qui vend moins. Au moins, vous auriez 90 jours de vente sur votre ULM, c'est-à-dire que vous gagneriez en visibilité, et si vous voulez pas baisser votre nombre de parutions, vous y adjoignez un hors-série. Et là, Ouais. vous restez. Et une fois de plus, sur ce hors-série, vous regagnez 90 jours.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des magazines qui vont rester entre 30 et 60 jours en vente. D'un seul coup, si vous faites ça, vous avez 4, 5, 6 fois 90 jours de vente. Et là, en termes d'efficacité de votre distribution, c'est plus du tout la même chose. C'est une vraie politique éditoriale, hein, de toute façon. Oui, La oui, politique là, ouais, éditoriale est liée à votre politique de distribution. oui. Et effectivement, aller chercher de nouveaux univers, vous pouvez le tester par différents canaux. Le hors-série thématique spécifique est aussi une façon de tester un potentiel. Oui, bah, c'est ce qu'on se disait ces derniers temps. Ouais, voilà, c'est réintégrer du hors-série qui soit plus dans des dossiers thématiques qui vont taper dans un certain univers tout en ayant on va dire, la visibilité que peuvent avoir certains lecteurs qui nous connaissent et la crédibilité aller attraper des annonceurs aussi ou un lectorat qui nous connaît sous le titre d'aviation et pilote. Absolument. Donc pour vous, ça me paraît pas, pour vous, ça paraît pas, je vais dire déconnant, mais de pouvoir finalement de faire plutôt du hors-série et de rester dans notre cœur de cible de lectorat qui nous connaissait, et de faire vraiment du hors-série qui puisse être dans un autre univers, mais pour lequel on aurait une pertinence Et des affinités, non, bien sûr, moi je pense que en plus c'est hors série, ça vous permet plein de choses, ça vous permet de jouer sur la pagination, ça vous permet de jouer sur le prix de vente, ça vous permet de faire différents. Non, non, vous avez, si vous avez un porte-avions qui est si vous avez un porte-avions qui est plus harmonieux, où vous avez vos 6 numéros par an qui sont 6 numéros d'aviation légère, et qu'à côté vous avez un hors-série d'un seul coup qui pourrait être un hors-série de Montgolfière, alors, je dis n'importe quoi, un hors-série du LM, un hors-série de ceci, un hors-série de cela, au moins ça vous permet d'être plus agile. Oui, et puis effectivement, ouais, voilà, je suis en train de visualiser certaines choses au moment où on parle là. Voilà, effectivement, de pouvoir éventuellement, ce serait une solution de réduire éventuellement le nombre du mensuel et puis d'intercaler des hors-séries à thématiques Et qui des ne vrais, perturberaient pas le lectorat habituel. c'est c'est une vraie stratégie éditoriale, oui, tout à fait, vous avez cette possibilité-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'assiette de distribution de votre hors-série, il faudra bien la travailler parce que vous risquez d'avoir quelques difficultés pour pouvoir être présent sur des points de vente dans lesquels votre titre de référence n'est pas présent. C'est tout. Il faut que les points de vente acceptent les nouveautés. Si c'est une nouvelle codif, hein, ça fait partie des choses. Et puis, alors, sur les points de vente dans lesquels vous êtes, les points de vente assortis dans lesquels vous êtes retenu pour le titre mère, nous sommes en train de modifier la règle. Le hors-série devra être également présent. Ça fait partie des choses qui sont en train d'être modifiées, mais on n'a pas toujours la capacité, et il faut de la régularité dans un hors-série. L'avantage aussi du hors-série, c'est de pouvoir proposer des formules d'abonnement, hein. Il n'y a pas que la vente au numéro, dans Ouais. lequel vous pouvez intégrer des hors-séries qui valorisent encore plus votre abonnement, et donc vous apportent un meilleur équilibre économique. Oui, 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 tout à fait, ouais. Voilà. Mais là, on est dans une stratégie éditoriale qui forcément a un lien avec votre stratégie de réglage. Mm, tout à fait, ouais. Avons-nous d'autres questions ou peut-être des Alors, attends, je vais actions? juste préciser une petite truc, un petite chose, Jean-Marie, c'est que pour un bimestriel, vous avez droit à 3 hors-séries par an. Donc, vous serez un petit peu limité par le nombre de parutions que vous pourrez faire paraître en hors-série liées à ce bimestriel. Si vous avez suffisamment de parutions, vaut mieux réfléchir trimestriel que hors-série dans un premier temps. Enfin, voilà, ça dépend. C'était juste pour ça. C'est vrai, notamment, ça peut être vrai si vous avez des abonnés à servir et que vous êtes engagé sur une durée ou sur un nombre de numéros à servir. Tout à fait. Ah, pardon, Quelqu'un veut excuse-moi, Jean. intervenir encore? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que Oui, moi j'aurais deux questions. S'il vous Oui, plaît. On m'entend? Oui, c'est moi, j'ai remis le son. Tout à l'heure, Didier, tu parlais de réimplantation, donc, auquel on est forcément contraint maintenant d'y passer. Est-ce qu'on a des statistiques un peu pour se rendre compte au bout de combien de temps ça prend? Parce que moi, sur les mensuels, j'ai l'impression qu'il faut bien 4 numéros faciles
sachant qu'ils sont quasiment tous en S ou en H avant que ça commence à prendre. Et Oui, sur les hebdos, au bout de 7-8 parutions, donc quand j'ai la chance que le point de vente ne choisisse pas la mise à zéro, ça commence à oui, mordre. oui. Bah, T'es, c'est vrai. t'es à peu près dans C'est les ça. mêmes choses? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut laisser le temps au lecteur de voir qu'il y a une alternative dans son linéaire. Alors, c'est pas forcément une alternative. Ça peut être aussi un achat couplé, un achat supplémentaire. Mm. Ouais. Et aujourd'hui, la duplication d'achat est beaucoup plus simple à aller chercher que l'achat brut de ton titre, en fait. Ouais. Et j'ai une seconde question. Est-ce qu'on a, enfin là, à la FNPS, parce qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs, des ratios un peu du fourni moyen par point de vente qui serait à dispo? Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, on disait que bon, alors en GMS, si tu veux être visible, il faut forcément en mettre 3-4 minimum. On disait un point de vente, tu pouvais en mettre un peu moins. On a tous dû réduire nos quantités, on a tous dû, enfin, vu nos assiettes de distribution baisser, pas forcément voulu, mais en tout cas vu. On a des ratios moyens à peu près par Alors, tranche de tirage. on n'a pas de ratios globaux, hein, on a nos propres ratios, hein. En règle générale, on sait que on est, en tout cas en ce qui concerne les types qui sont les nôtres, mais Thomas Schmidt pourra compléter si je dis des bêtises, mais on est rarement à plus de 3 exemplaires par point de vente en moyenne, hein, en moyenne. La grande distrie un peu plus, hein, forcément. Mais c'est Ceux qui sont très relais seront beaucoup plus sur relais en nombre d'exemplaires. Là encore, c'est au cumul global, tout réseau confondu. Je sais pas, Didier, toi, tout réseau confondu. En fait, je crois que ce sont des chiffres qui sont disponibles sur le site de la CRDP. Ce que je sais, si on fait une règle de 3, c'est que la vente moyenne pour un mensuel, tout mensuel confondu, est à moins de 1 exemplaire. Et que vu qu'on a un taux d'invendu supérieur à 70% ou 72%, mais qui est lié à ce moins de 1 exemplaire, ça veut dire qu'on a un taux moyen de 3, distribué de 3. Ok. C'est vrai que le site de la CRDP fournit des éléments qui te permettent de dire Oui, d'une façon tout globale, à fait. voilà, ça on l'a sur le site de la CRDP. Alors on n'a pas de vente en montant fort puisque c'est une chose sur laquelle MLP ne souhaitait pas communiquer. Par contre, on a effectivement globalement l'ensemble de la vente au numéro, à l'exception quand même de la presse importée. Elle n'est pas dans le panel. Ouais, non, mais ça, je l'avais vu, c'était plus savoir si avec enfin, justement, si là, avec la FNPS, on avait des ratios, par exemple, pour des Non, titres qui sont on diffusés à l'utilise, 20 000 ex en métropole. 20 000 ex en métropole, globalement, on est pour 2 fournis par machin, ceux qui sont diffusés à 40 000, etc. Pour essayer de nous permettre aussi d'affiner nos tests, nos réimplantations, parce que quand tu fais le réglage, tu as toujours cette question de savoir quelle part tu mets en réimplant, quel point de vente, donc tu décides Bien d'arrêter. sûr. Et ça donnait au moins un but. Mais je te dis, le site de la CRD pour ça, comme le rappelait Didier, hein, est vraiment très intéressant et il est fiable. On s'est battu pour qu'il soit alimenté parce que c'était pas facile avec les SADP qui voulaient pas communiquer hein, les résultats. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de fiable qui est bien tenu et accessible en ligne. On peut faire des exports en Excel pour aller chercher tout un tas de choses. Sinon, c'est vraiment le site que l'on recommande et qui est celui significatif pour la profession, puisque tous les textes sont disponibles sur le site aussi. Ah ouais, ok. Il y a aussi dans les réglages des choses, alors là, à l'inverse, hein, on nous oppose souvent du côté des marchands spécialistes le fait que un certain nombre d'éditeurs n'installent pas les titres demandés, mais ne font pas de ne respectent pas les demandes de mise en service. Sachant qu'il y a aussi un coût économique, hein, c'est le coût du drop aussi. Donc ça aussi, c'est des fois des choix d'avoir une assiette plus réduite parce que économiquement, ça coûte cher. Mais en tout cas, le réseau régulièrement nous dit, j'ai du mal à faire installer des nouveaux titres. Est-ce que c'est un écho que tu as aussi, Didier? Oui, oui, tout à fait. Ouais, absolument. Parce que C'est vrai. ça C'est dépend vrai. de la volonté de l'éditeur, hein. Il y a des éditeurs qui souhaitent ne pas élargir leurs assiettes. Oui, comme il y a des diffuseurs qui ne veulent pas avoir de numéro 1. Tout à fait. On a 800 diffuseurs en France aujourd'hui qui ne veulent pas recevoir de numéro 1. Et alors, quand on parle des chiffres de l'assortiment et du plafonnement,
quand on regarde les chiffres que nous avons, hein, ben on voit que souvent, les points de vente qui sont assortis sont des points de vente qui se sont assortis parce qu'ils ont réduit la taille de leur linéaire. 30% des points de vente assortis, 30% des points de vente assortis sont assortis suite à des réductions de linéaire, et souvent drastiques, en particulier dans la GMS. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? Je ne sais pas, les gens qui étaient... est-ce que pour vous tout est clair? Oui, non, je n'entends plus, Parfait. donc Pour moi, ça veut c'est dire, parfait. ça veut dire que c'était bon. Ouais. J'espère qu'on a répondu correctement à vos attentes. On fera passer un petit questionnaire pour savoir aussi si vous êtes ce que vous avez bien aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Et puis, ben, on verra pour d'autres ateliers, puisque ça fait partie des éléments que l'on souhaite continuer à mettre en place en fonction des demandes des éditeurs de la FNPS. Bon, merci beaucoup. En tout cas, ça a répondu à beaucoup de mes attentes et c'est important d'échanger ensemble parce qu'on a besoin de se remotiver pour embrasser à bras le corps ce sujet qui est vaste et qui est crucial, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, de mon côté, bon, c'est pas parce qu'on va raccrocher que la vis va s'arrêter de tourner. Si vous avez besoin d'avoir d'autres renseignements, etc., vous n'hésitez pas, vous me passez un coup de fil, je suis là pour. Hein. Ok, Didier est un des piliers de notre commission vente et diffusion et, et véritablement, merci à toi Didier de nous apporter tes lumières sur le monde de la distribution. Merci aussi à Patrick d'être intervenu, Maureen également, et puis à tous nos participants. Je crois qu'on va clôturer notre session du jour un petit peu en avance sur l'horaire, mais ça nous permettra moi, ça me permettra de terminer l'accord sur la rémunération des kiosquiers. Donc, voilà. Eh ben, merci à vous. Merci à tous. Merci à Manon et à Émilie pour l'organisation. Merci à vous. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.